Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire sans spoiler. Hey Guillaume, est-ce que tu penses, tu sais avec les derniers chapitres de Tyrion là, tu penses que les pyromans de la guilde des alchimistes y travaillent jusqu'à 64 ans? Hein? Non, parce que il faut se le dire, je pense quand même, si t'es d'accord avec moi, que c'est un métier assez pénible, c'est un métier dur. Les gars, ils sont là, ils ont des horaires décalés sûrement, parce que les flammes de la guilde des alchimistes là, ça se voit que à la lumière du soleil, c'est pas ouf. Ils doivent travailler la nuit. Ils travaillent dans les sous-sols de la capitale. Mais est-ce que tu penses que c'est juste de les faire travailler au même titre que je sais pas moi, les gardes de la capitale, 64 ans? Est-ce que ça paraît cohérent? Moi, je te le demande. Moi, je te le demande, Guillaume. Il y a pas un peu de pénibilité là-dedans? Peut-être que le bon roi Geoffrey, par décret, aurait décidé de les faire travailler jusqu'à 64 ans. C'est très possible dans l'univers du Trône de Fer. Mais on se dira que, franchement, dans notre univers, non. Il faut les ménager, ces gars-là. À la limite, peut-être que les sagesses de la guilde des alchimistes, eux qui sont plus confortables, qui ont, on pourrait dire, un statut de cadre dans notre société, peut-être qu'on pourrait les faire travailler jusqu'à 64 ans. Mais les alchimistes, là, les vrais de vrais, qui descendent à 3 heures du matin, chercher les feux grégeois en forme de fruits, tu vois, qui datent de l'époque de Eris 2. Est-ce qu'ils doivent vraiment travailler jusqu'à 64 ans? Je vous le demande, les auditeurs. Bonjour. Aujourd'hui, on est en présence de vos deux podcasteurs préférés. Mes amis m'appellent Ilan. Les filles m'appellent le chevalier noir de cheveux et de cœur. Les deux sont corrects. Oh là. Vous avez entendu le rire de mon frérot. Ses amis l'appellent Guillaume. Les filles l'appellent fréquemment. Les deux sont corrects. Anyway. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 21 sur le 3e chapitre de Bran de Clash of Kings. Guillaume, je te laisse la parole. Bah écoute, on va se lancer dans le résumé de ce chapitre. Donc on va retrouver Bran à Winterfell où un banquet est organisé à l'occasion de la fête des moissons. Donc parmi les invités, en fait, il y en a deux qui vont se démarquer particulièrement. Il s'agit de Mira et Jojen Reed, les fils de Howland Reed qui, on le rappelle, est le dernier survivant désormais des événements de la Tour de la Joie. Et en fait, ces invités, on a l'impression qu'ils ont un lien un peu spécial avec notamment les Sombres Loups et s'avéreront peut-être être la clé qui permettront à Bran de comprendre la signification de ces rêves étranges. Merci pour ton résumé, Guillaume. Alors, les auditeurs, pour vous expliquer, c'est vrai que généralement, on tourne les chapitres 2 par 2. Donc là, on va tourner ce chapitre et le chapitre suivant qui s'avère être le retour du personnage MVP du Trône de Fer, j'ai nommé Catelyn. Et donc, je vous ai dit qu'on qu'on essaierait de sortir 2 épisodes par semaine. Sauf que je vous avoue que ces chapitres, ils sont techniques. Ils sont vraiment techniques. Donc, on y a passé du temps pour en parler, pour les analyser, pour faire nos notes. Et c'est vrai que c'est compliqué en une semaine de faire ces 2 chapitres, donc peut-être qu'il y aura une semaine de séparation entre les deux. Mais en tout cas, moi personnellement, ces 2 chapitres-là, celui de Bran et le prochain, celui de Catelyn, m'ont vachement rapproché de l'œuvre parce que je les trouve vraiment très bons, vraiment très complets, avec beaucoup de choses à dire, qui sont plaisants. Donc je suis assez impatient de les tourner. On y va. Donc le chapitre débute à un moment où Bran, montée danseuse, la pouliche qu'on avait spécialement dressée pour répondre aux reines, à la voix et aux caresses de Bran. Tout en cédant, s'en rappelle-t-on, de la selle conçue par Tyrion qu'il avait offert à Bran en revenant du mur lors du premier tome. C'était un beau cadeau d'ailleurs. Hein. Un cadeau entre estropiés. Personnes en invalidité. On avait dressé dans la grande salle de Winterfell 8 longues rangées de tables. Avant de continuer, Guillaume, du coup, je voulais te demander, est-ce que du coup, toi, c'est un chapitre de Bran qui t'a plu ou c'est un chapitre de Bran qui entre dans la lignée des précédents, et c'est-à-dire que t'as trouvé moyen, voire chiant?
Alors, il m'a pas bouleversé, mais je l'ai trouvé bien, tu vois. Juste ce qu'il faut, ce qu'il faut en termes de lore, et même de narration. Je trouve qu'il est bien, qu'il était bien. Ouais, non, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, il est bien. C'est-à-dire que c'est un plus déjà par rapport aux précédents Ouais. chapitres qui, eux, étaient moins que bien. Mais tu sais, on en parlait en plus et on disait que, bon, Bran, qu'il y avait deux sortes de choses dans les chapitres de Martin quand il s'intéressait au POV. C'est-à-dire que d'une part, on pouvait soit s'intéresser au personnage, ou d'autre part, c'est que le personnage servait de point de vue. Et c'est vrai que quand Martin s'intéresse exclusivement à Bran, ouais, c'est moyen, quoi. Enfin, je veux dire, le personnage de Bran n'est pas si intéressant que ça en soi. En même Mais par temps, contre, il est limité, quoi. Il a un âge limité, etc. Donc sa perception du monde, elle est pas forcément facile. C'est difficile de s'identifier parfois, en tout cas pour moi. Mais je crois il avait dit Martin que Bran, c'était vraiment des chapitres durs à écrire pour lui parce que le point de vue d'un gamin de 8 ans, c'était pas facile à rédiger et à rendre intéressant. hmm, très intéressant comme réflexion. En revanche, quand Bran prend la fonction de point de vue, des véritables points de vue, et que c'est les événements autour qui sont importants dans le chapitre, c'est là que ça peut être très intéressant, que moi j'adore. C'est-à-dire que je pense par exemple à son dernier chapitre dans A Game of Thrones, où tu sais, c'est le maître Lewin qui lui raconte l'histoire de la longue nuit, de l'âge des héros, etc. Très intéressant. Bon, là j'ai pas des chapitres en tête, mais voilà, c'est quand Bran prend le rôle de point de vue que c'est fructifié en fait. D'ailleurs, moi, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Guillaume, mais je le répète dans le podcast. Moi, un de mes chapitres préférés dans le Trône de Fer, c'est un chapitre de Bran. J'en ai trois, deux de personnages qu'on n'a pas encore découverts, mais il y en a un, c'est un chapitre de Bran et qui rentre dans cette fonction de point de vue que je trouve excellent, que j'adore personnellement ce chapitre, dans lequel on va arriver prochainement. Mais voilà, continuons. On avait dressé dans la grande salle de Winterfell 8 longues rangées de tables, et les hommes s'y amassaient, criant comme des gueulards « Stark! Winterfell !» lorsque Bran passa près d'eux. Bran savait que ces cris ne s'adressaient pas à lui, qu'ils étaient destinés à la mémoire du seigneur son père, Eddard Stark, aux victoires de Robb, aux moissons qui s'annonçaient être opulentes, mais il n'en trouva pas moins une certaine fierté à les entendre. Et j'aime bien la phrase il s'en gonfla néanmoins d'une telle fierté qu'il s'oublia brisé depuis son entrée jusqu'à l'autre bout de la salle. La mémoire lui en revint cependant lorsque, au pied de l'estrade, Hodor et Osha durent le défaire sous les yeux de tous de son harnais, l'enlever de selle et le porter sur la cathédrale de ses aïeux. Donc tu sens que malgré tout, c'est touchant ce moment où en vrai, tu sais, pendant un petit instant, il oublie qu'il est handicapé, quoi, et le fait qu'il soit porté par la fierté de sa famille, d'être un Stark, je sais pas, de cette ambiance, etc. Et que, tu sais, tout cet instant, en fait, il y a quand même tu sais, c'est comme un miroir qui se casse, l'illusion qui se brise au moment où, en fait, on lui rappelle que, bah non, t'es paraplégique, quoi. Mm. Je trouve que c'est assez touchant. Et tu vois, les chapitres où Martin se concentre exclusivement sur Bran, comme dans le premier chapitre de Clash of Kings, où on te répète inlassablement et continuellement qu'il est handicapé, enfin, on a compris. Mais tu vois, il suffit Ouais. juste d'un petit passage comme ça, un paragraphe, et on a tout de suite compris l'état d'esprit, quoi, de Bran, et là, c'est touchant, quoi. Mm. Ouais, c'est l'un des trucs peut-être qui m'a saoulé aussi avec Bran, c'est que j'avais l'impression qu'on tournait en rond sur son handicap. J'avais l'impression que vraiment on tournait en rond dessus et Ah, t'as raison, parce que les chapitres de Bran du premier tome, ça commençait par Bran regardait par la fenêtre, s'imaginait guerroyer comme les chevaliers de la garde royale qu'il admirait depuis tout petit, ouais. quoi. Oh là là, que ça me saoulait, putain. On va dire que je manque d'empathie, mais franchement, j'avais l'impression de tourner en rond. Hmm. Tu t'inquiètes pas, je te rappellerai de donner pour le Téléthon pour te repentir de tous les dires que tu as adressés à Bran. Bran était assis entre Roderick Cassel et sa fille Bess Cassel d'un côté, et de son petit frère Rickon de l'autre. Le plus jeune Stark de la fratrie avait laissé pousser ses cheveux auburn et refusé de les couper tant que sa mère, Catelyn Stark, ne serait pas rentrée. Il avait même agressé d'un coup de dent la dernière servante qui avait tenté de raccourcir sa tignasse.
Donc bon, on avait déjà dit que Rickon c'était un petit garçon assez alors, j'allais utiliser le terme sauvage, mais tout comme son loup, en fait, qui a l'air assez féroce, etc., et que ça avait l'air de refléter la personnalité de son maître. Mais tu sais, là, ça a vraiment l'air, tu vois, tu sais, tu vois dans Avatar 2, le gars qui a grandi et tout avec les navis. Oui. Comment il s'est fait dans, Spider. Spider, voilà, exactement. Moi, je l'imagine comme Spider-Bran. Tu sais, les mecs, ils se baladent, Rickon, pardon. Rickon, je l'imagine torse nu, tu sais, le mec et tout, il en a rien à foutre, et il vit dans la nature, tu sais, vraiment, il vit au rythme de ses émotions, quoi. Ouais. En plus, là, en fait, il a une phase critique de son enfance où il a vraiment besoin de modèles parentaux. Là, il est privé de son père et de sa mère. Ça, franchement, il va pas évoluer bien, ce perso. Ça va être compliqué. En tout cas, bon, on sait comment ça finit dans Game of Thrones, enfin dans la série, mais dans les livres, je sais pas où il va ce perso. Enfin, je vois pas où il va ce perso. Ah, c'est intéressant. C'est ça que euh, le destin. Enfin, oui, la question serait demandée est-ce que le destin de Rickon dans les livres et dans la série est le même, ou est-ce qu'il Je y a une pense pas. divergence à un moment donné? Non, mais déjà rien que, il y a déjà une divergence, c'est que dans la série, il est pas ingérable comme il l'est, comme il l'est là. Hein. Il a jamais Hmm. été comme ça. C'était un Hmm. gosse, il a toujours été un gosse sage. Ouais, c'est vrai qu'il a pas. Il Dans est la série, pas, il est il a assez pas fait. effacé, hein. Ouais, il est effacé. Il a pas fait de grosses vagues dans la série. Hmm. Le banquet était donc organisé en l'honneur des victoires de Robb et des récentes moissons fructueuses. Le festin était somptueux, et Bran ne put que goûter une ou deux bouchées de chaque plat, tant ils étaient nombreux et variés. Alors la liste des plats est longue comme un bras, et donc on va absolument pas les citer. Mais bon, comme je sais que le Ramadan a commencé ces derniers jours, si vous êtes en période de jeûne, moi je vous conseille pas de lire ce chapitre de 8h à 19h, quoi. Là, c'est complexe. Et surtout que c'est une des comment dire, euh, c'est une des choses dont on parle souvent avec Martine sur le forum, c'est la façon dont il écrit les festins, les banquets, etc. Et que ça a l'air toujours savoureux, tu vois. Un peu comme les banquets de début d'année à Poudlard. C'est vraiment, je sais pas, t'as une infinité de plats qui ont l'air tous plus goûteux les uns que les autres. Moi, ça me donne envie de me servir une bonne bière, j'avoue. Allez, à chaque fois là. Hein. Ça a Ah, l'air mais tu sais, on te dit de. oui. Franchement, les plats, ils ont l'air excellents, hein. T'es là et tout, tu dis, c'est pas mal. Moi, j'aimerais bien goûter, là. On va quand même s'attarder sur le fait que Lord Wyman Manderly avait ramené 20 barils de poisson de blanc-port que le buffet comptait en version originale. Ah oui, je sais pas si t'as vu Guillaume, mais en version originale, on dit que le buffet compte. Enfin, alors, en fait, dans le texte en français, on dit que. Alors, je sais pas. Alors, dans le texte original, on dit que le buffet comptait du black bread et ce que Jean Sola a traduit par du pain de nègre. Alors, personnellement, j'avais jamais entendu du pain de nègre, donc je suis allé rechercher. Et j'ai vu que non, ça n'existe pas. Il y a pas de pain qui s'appelle le pain de nègre. Et donc en fait, le black bread, tu sais, ça se réfère juste à c'est du pain d'avoine, quoi. Mais Ouais. je comprends pas pourquoi le black bread, il l'a traduit par du pain de nègre. Là faudrait m'expliquer, Jean Sola. Oui, vous êtes au paradis, monsieur. Mais qu'avez-vous voulu dire par du pain de nègre? Expliquez-moi. Non, mais hein, le pain noir, ça ne suffisait pas. Du pain de nègre. Alors, moi, hein, quelques Ça, j'avais été réflexions à choqué. avoir. Ça n'existe pas. Le pain de nègre n'existe pas, monsieur. Ah, et d'ailleurs, ça me surprend même que vous ayez laissé passer ça. Vous avez lu le chapitre, vous avez lu du pain de nègre, vous avez dit, du pain de nègre. Bah, écoute, c'est un chapitre de Bran. J'ai un peu lu en diagonale. Voilà. Voilà. Soit, il faudrait aller sur le forum de la garde de nuit et dire, du pain de nègre, point d'interrogation. Moi, voilà. Des musiciens étaient aussi présents, et nos invités y entendirent chanter de belles et bonnes chansons, telles que Lance de fer, L'incendie de la flotte, ou bien La Belle et l'ours. Alors, concernant les chansons dans le trône de fer, c'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas vraiment parlé.
Alors que les chansons, généralement, dans les œuvres de fantasy, c'est quand même une partie plus ou moins importante, relativement, du récit. Là, par exemple, je penserais au Seigneur des Anneaux, où tu vois, dans la communauté de l'anneau, t'as une chanson tous les 20 pages, tu sais, entre le moment où les hobbits quittent Hobbitville et qui partent vers Foncombe, enfin Rivendell, tu sais, t'as Pipin et Merry qui s'arrêtent, allez, buvons de la bière, fumons de la pipe, et puis chantons une chanson. Et puis t'as des chansons qui prennent, 2 pages, quoi. C'est super chiant. Tu quittes 2 pages de description de paysage, t'as une page de chanson, tu pètes un câble. Arrêtez de me casser les couilles avec vos chansons. Non, vraiment, les chansons de Seigneur ça me casse les couilles, moi je le dis. Euh, mais tu peux quand même avoir une vraie importance, c'est-à-dire que là, je repense à un passage, en tout cas quand j'ai écrit mes notes, je repensais à un passage dans l'Assassin Royal, que j'ai lu récemment, où alors le héros Fitz, c'est sans spoiler, hein, c'est l'apprenti d'un scribe. Et à un moment donné, il croise la route d'un ménestrel, d'un barde, comme vous voulez, et le barde lui dit que est-ce que c'était très intéressant, moi ça m'a assez marqué ce passage, c'est pour ça que je m'en souviens, c'est qu'il disait que les bardes, ménestrels, tout ce que vous voulez, et les scribes constituent justement les historiens de ce monde, ou en tout cas ceux qui se rappellent des histoires, parce que c'était à une époque où les gens savaient pas lire, une bonne partie de la population savait pas lire. Les écrits, c'était compliqué, mais comme actuellement dans l'univers du Trône de Fer, peu de gens, alors déjà peu de gens savaient lire et encore moins de gens savaient écrire. Et même l'écriture, ça coûtait cher, l'encre, le papier de bonne qualité. Et donc en vérité, pour se rappeler, des histoires ancestrales, des histoires des anciens, en fait, ça passait d'une part, comme on vient de le dire, par l'esprit, mais c'était compliqué. Et donc du coup, pour la population, pour le peuple, je veux dire la plèbe, quoi, ça passait par les chansons. Ça passait par les tirades, ça passait par les ballades, etc. Et que justement le ménestrel disait à Fitz dans l'Assassin Royal que il devait absolument avoir une bonne mémoire et se souvenir de tous les mots parce que c'est par les chansons qu'on se souvient de ces histoires, qu'on se souvient de ce qui s'est passé auparavant. Et c'est super intéressant comme réflexion parce que tu dis, c'est vrai que les chansons, tu peux les prendre comme je sais pas, quelque chose d'assez futile, assez ouais, d'assez futile, mais tu peux aussi les prendre comme des véritables leçons, quoi, des véritables apprentissages du passé, parce que tu sais que justement il y a plein de choses qui se transmettent par les chansons, quoi. Bah c'est super intéressant ce que tu dis. Ça me rappelle, je sais plus, j'avais vu un truc sur les présentations orales, en gros l'importance des présentations orales et l'importance d'être, tu sais, de bien faire ses présentations, de faire des choses un peu vivantes, etc. Parce que en fait, si on y réfléchit bien, pendant la majorité de la durée de l'humanité, en fait, toutes les transmissions, elles se sont faites à 90%, presque à 90% sur de la transmission orale. Genre, je sais pas, sur 500 ans d'évolution de l'humanité, l'écriture, elle est apparue. Là, je dis des chiffres probablement faux, mais l'écriture, elle est genre apparue il y a 30 000 ans. Donc, ça veut dire que pendant 470 000 ans, c'était que de la transmission orale. Et notre cerveau, il s'est vraiment adapté à retenir, vraiment à payer attention socialement à la transmission orale, aux chansons, aux histoires, aux choses comme ça. Alors que on a eu beaucoup moins de temps pour s'adapter, déjà rien qu'à la peinture ou alors à l'écriture, surtout à l'écriture. Donc c'est pour ça que c'est probablement pour ça aussi on retient aussi bien les chansons, que c'est aussi facile de retenir des chansons en entier à cause du rythme, etc. Parce que notre cerveau est fait pour ça, plutôt que retenir une page entière juste de choses qui sont écrites, quoi. Moi, je pourrais te citer je pourrais te chanter, voire ou te rapper, voire des chansons que j'ai écoutées plusieurs fois, mais je pourrais jamais arriver à ce résultat avec une page, quoi. Je suis pas d'accord avec toi. C'est une théorie, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, mais franchement, c'est intéressant de remettre les choses en perspective comme ça. Donc revenons sur les chansons qui ont été citées dans le chapitre. Alors, concernant l'incendie de la flotte, on peut penser, je sais pas si tu me suis, Guillaume,
que ça concerne l'incendie, tu sais, de celui qu'on appelait, qu'on a surnommé Brandon l'incendiaire. Tu sais, on en avait parlé, je crois que c'était dans un des précédents chapitres de Ça me dit Bran, quelque chose. parce qu'il Ça a, me dit quelque chose, ouais. ouais, il avait brûlé tous les bateaux de son père, et depuis, le Nord ne possède plus de force maritime. Alors oui, ça avait été dit justement au moment où Lord Manderly demandait de l'argent justement pour pouvoir construire une flotte maritime. Et donc on a dit que c'est depuis que Brandon l'incendiaire avait brûlé tous les bateaux de son père que le Nord et donc Winterfell possédait plus de bateaux en fait. Mhm. Et Ça me dit donc quelque chose. cette chanson pourrait concerner cet incident. Concernant La Belle et l'Ours, alors là c'est quelque chose qui est assez marrant. Et d'ailleurs j'en ai un peu parlé sur Twitter. Alors, La Belle et l'Ours, on avait déjà entendu parler de cette chanson, mais elle n'était pas explicitement citée. En fait, c'était dans Le Chevalier errant, lorsque Dunk et l'œuf, donc Aegon 5, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi nos épisodes sur Le Chevalier errant ou qui n'ont pas lu l'œuf, voilà, vous ratez des choses, comme on va le citer. Mais c'est quand Dunk et l'œuf, ils se rendent au tournoi de Sandreguet, et ils passent devant une troupe, tu sais même où ils croisent la marionnettiste, celle dont La Dunk fameuse, ouais. est pris. Et donc, ils croisent une troupe avec un ours qui danse, et qui se dandine, et avec à côté un chanteur qui braillait un air entraînant où il était question d'un ours et d'une belle. Mais tu sais, c'est pas cité, tu vois, c'est pas. Non, non, c'est. C'est ouf, hein. Et je vous avoue que moi, je m'en serais jamais souvenu. Hein. Ah, c'est technique. Moi, je m'en serais jamais soutenu. Mais donc quand je faisais mes notes, etc., donc je tape l'ours et la belle, machin, etc., sur le site de la garde de nuit, que je tiens encore à remercier. Et donc je vois que la première fois qu'elle est nommée, enfin qu'elle est citée en tout cas, ou qu'elle est évoquée, c'est dans le Chevalier errant. Mais je dis putain pour, enfin tu sais, je dis on a vraiment de la chance d'ailleurs je l'aurais dit sur Twitter, mais on a vraiment de la chance d'avoir une encyclopédie comme la Garde de nuit parce que il y a vraiment des choses qui sont référencées. Tu dis le travail de fou malade pour référencer toutes ces choses quoi. Ils ont un équivalent anglophone, Ah les ouais bien Américains? sûr. Ouais c'est je crois que c'est songofIceandfire.org ou je sais plus exactement, mais oui, il y a un gros équivalent. Je crois que le site c'est Song of Ice and Fire du coup. Ok. Mais d'ailleurs, j'ai checké aussi sur le site de référence anglais ou américain et c'est précisé aussi là-bas. Hein. Mais tu dis, enfin tu sais, c'est des trucs. Moi, par exemple, en fait, tu peux pas juste le faire avec un contrôle F parce qu'au départ, j'ai cherché avec contrôle F, donc comment dire, La Belle et l'Ours. Et tu sais, tu peux pas, en fait, La Belle et l'Ours, tu tombes jamais dessus. Et en fait, pour trouver comment dire, ce passage, ou en tout cas, le fait que ça soit évoqué dans Chevalier errant, tu sais, il faut faire contrôle F, soit avec Belle, soit Ours. Mais tu sais, tu tapes avec Ours, tu tombes sur, Mormon, la maison Mormon, quoi. ouais, déjà sur Mormon, mais tu sais, tu tombes aussi sur des mots genre toujours. Tu vois ce que je Ah veux oui. dire? Ouais, ouais. Donc c'est pas, mais c'est marrant parce que tu dis, putain, c'est des trucs que Martin, tu te dis que il écrit un truc comme ça dans Le Chevalier errant, genre une chanson telle question, et tu sais, il va le réutiliser, quoi. C'est pas des trucs qu'il écrit au hasard ou sans. Ça se trouve, Enfin, chez lui, ça se trouve, c'est il a un vinyle ou une playlist, tu sais, avec toutes les chansons. possible. Et juste pour information, La Belle et l'Ours, alors c'est bizarre parce que en fait le titre original c'est The Bear and the Maiden Fair. Et donc là, tu sais, les propositions étaient inversées en fait. Parce que normalement enfin, si on traduit littéralement, c'est l'ours et la belle. Et je pense qu'il a voulu mettre un parallèle avec la belle et la bête en disant la belle et l'ours quoi. Ouais, ouais. Mais Ok. de base, c'est The Bear and the Maiden Fair. Ok. Et concernant la chanson Lance de fer, c'est la première fois qu'on en entend parler dans le Trône de fer, mais aucune autre information. Un peu plus tard dans le chapitre, ah oui, alors c'est pas fini avec les chansons parce que un peu plus tard dans le chapitre, mais je l'aborde maintenant parce que c'est dans le thème, il y a un des chanteurs qui entame une chanson s'intitulant La nuit suprême, où il est dit que la garde de nuit fondée sur les autres, fondée sur les autres, oui, durant la bataille de l'Aube. Ok. Et ça peut faire référence. Alors la bataille de l'Aube, on n'en a jamais entendu parler, mais on sait que, enfin en tout cas si on fait la chronologie du Trône de Fer, la première parole s'appelle l'âge de l'Aube, l'époque où c'était les enfants de la forêt exclusivement qui vivaient au niveau de Westeros, et c'était même avant l'arrivée des premiers hommes. Et donc la nuit suprême, ça peut faire référence à cet événement hein, qu'on appelle la longue nuit, qui est arrivé il y a 8000 ans,
durant lesquels alors pour l'instant on a peu d'informations dessus, hein, mais c'est que les premiers hommes se battaient avec les autres à ce moment-là, et que c'était vraiment une période sombre, quoi. La longue nuit, ça s'appelle pas la longue nuit pour rien. Donc la bataille de l'Aube, peut-être que c'est justement une grande bataille qui aurait lieu à cette période entre les premiers hommes, tu sais, l'âge des héros même, et puis les autres. Petit Walder et Grand Walder étaient aussi présents à la table du banquet. S'il n'en tenait qu'à lui, Bran n'aurait jamais convié les Walder au festin, mais le maître Lewin lui rappela qu'ils allaient tous bientôt faire partie de la même famille. Et c'est que j'avais oublié ce truc. Mais c'est que, si, je me rappelais, alors Guillaume, est-ce que tu peux rappeler pourquoi ils disent ça? Enfin, pourquoi le maître Lewin dit que, justement, Bran et les Walder vont bientôt faire partie de la même famille? Alors, parce que, on le rappelle, l'une des clés du succès du Bois au murmure, etc., c'était de prendre à revers le camp Lannister, et pour ça, il fallait traverser le Trident. Pour traverser le Trident, la meilleure option, c'était de passer par les Jumeaux, qui est tenu donc qui est le fief des... aide-moi, des Frey. Ah, ouais. Donc Walder Frey, il fait rien gratuitement, ce mec. Et donc c'est Catelyn qui allait négocier avec Walder Frey le passage de l'armée de Robb, et les conditions pour lesquelles il a fallu céder, c'était que Robb épouse l'une des filles de Walder Frey, et deuxièmement que Arya aussi doit se marier à un des fils Frey, je crois. Petit-fils. Mais Alors, pareil, Arya, j'avais totalement oublié. C'est vrai que ça m'était sorti de la tête, mais c'est vrai qu'elle est aussi promise en Frey. Alors, elle est promise, Arya, au dernier fils de Lord Walder Frey, qui se nomme Elmar Frey. Tandis que Robb, lui, il pourra choisir n'importe quel des filles de la famille Frey. Lui, il choisit. Marrant, ça. Voilà, quoi. Là, si on devait parler du patriarcat, Bran, en se rappelant que Arya devait épouser un des Frey, riposta « Pas Arya. Jamais de la vie. » C'est vrai que, connaissant Arya, la probabilité que... bref, on la connaît, quoi. Mais c'est vrai que, en lisant les chapitres Arya, j'oublie qu'elle est promise. Ça m'était sorti de la tête, un peu. En fait, on sait tellement que ça va jamais arriver. Ouais. À cette table, on en découvre aussi un peu plus sur les coutumes du Nord, comme pour la tradition du morceau du Seigneur. Alors, j'ai dit les traditions du Nord, mais peut-être que c'est une tradition de Westeros, hein, parce que ça a l'air très commun. Et même, même ici, je veux dire, au Moyen-Âge, c'était quelque chose d'assez connu. Hein. Mais en effet, Bran, par le morceau du Seigneur, avait la possibilité, sur chaque plat, de prélever en premier, s'il le désirait, la plus grosse ou la meilleure part du plat. Mais Bran fut vite rassasié. Aussi décida-t-il de présenter les mets les plus exquis au seigneur Banneray, attablés tels que Lord Manderly, Lady Corbois, Morse et Other Humble ou bien Clay Serwyn. Alors, on a déjà parlé de tous ces personnages dans le dernier chapitre de Bran, en introduisant de façon assez complète la géopolitique nordienne. Bon, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces personnages, leurs caractéristiques et leur arc narratif, je vous invite à aller écouter le chapitre précédent de Bran, mais sinon on parlera de ces personnages au moment où ils redeviendront pertinents. Le chapitre continue sur le déroulement du repas, et on sent que c'est un moment assez joyeux, assez festif aux descriptions de Bran. C'est vrai que ce genre d'instant de bonheur, de joie, ils sont assez rares depuis le début de la saga. Hein. Moi ça m'arrache un petit sourire parce que tu sens vraiment qu'il y a une ambiance festive, quoi. C'est rare de voir des gens heureux dans le trône de fer. Donc presque, tu vois. Ouais, tu sens que ça dure un pas petit longtemps. moment de. Ça dure pas très longtemps en général. Ouais. C'est vrai. Donc justement quand ils arrivent, autant en profiter au maximum, quoi. Et par exemple, j'ai adoré le moment où Bran dit que Lord Wyman Manderly était si gras
que Sir Roderick Cassel avait dû faire fabriquer d'urgence un fauteuil spécial, mais qu'il riait si fort et si volontiers que Bran se découvrit quelques sympathies pour lui. Et moi, j'adore ce passage. J'avais déjà dit que j'adorais Wyman Manderly d'apparence, mais ça fait vraiment penser au personnage, vraiment les gars bons vivants, quoi, avec qui tu te marres. Ça fait, non, mais ça fait un peu comme, ça me rappelle Lord John Humble. Lord John. Ouais, le Lard John, etc. Ouais, qui était assez fort, etc. On l'appelle Lard John, mais pareil, ouais, tu vois, c'était une grande gueule, etc. Mais, tu sais, Lord Wyman, c'est vraiment l'air de quelqu'un qui est chaleureux, quoi. C'est vraiment le truc, il riait si fort et si volontiers, tu vois, c'est le mec, malgré tu vois, sa présence, etc. C'est le mec Comme il a un rire gras, tu vois. Hein, comme feu Bobby B. Voilà, comme feu Bobby B. Robert Baratheon. Moi, c'est vraiment les genres de personnages que j'adore, quoi. Vraiment, Lord Wyman, j'imagine des trucs. C'est le mec qui apporte de la joie au banquet, tu vois. Il est sur son fauteuil créé spécialement pour lui, tu sais, il rigole avec sa bière et tout. Et avant, ce truc où, ouais, franchement, c'est un moment heureux, quoi, dans le Trône de Fer. Donc, c'est rare, mais c'est apprécié. Il riait si fort et si volontiers que Bran se découvrit quelques sympathies pour lui. C'est génial, ça. Alors, je vais juste revenir sur ce que j'ai déclaré précédemment par rapport à Lady Donella Corbois. Parce que dans le texte, il est dit qu'elle était assise de Lord Manderly et qu'elle semblait, je cite, figée au point de sembler porter un masque de pierre, muette, d'un air absent. Alors là, on va juste faire un rappel donc par rapport à la famille Corbois, qui connut un destin tragique lors du premier tome de la saga. Guillaume, est-ce que tu... Alors, j'aurais un peu de mal à te dire exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que Lady Donella Corbois, elle est désormais veuve et sans descendance. Donc, je crois que j'imagine que ils ont canné pendant le bois au murmure par au hasard. Je saurais pas te dire à quel moment ils sont décédés, mais c'est la situation. Et donc, chose importante, c'est que du coup, le territoire corbois est sans héritier et que beaucoup de gens cherchent à s'arracher les services de Madame Corbois pour récupérer ce territoire. Exactement. Bon, c'était un bon résumé d'ailleurs. C'était vraiment un bon résumé. Enfin bon, en fait j'apprécie parce que du coup c'est comme forcément t'es quelqu'un qui lit pour la première fois la saga et c'est quelque chose d'inédit. C'est agréable, je pense, pour des auditeurs qui aussi lisent pour la première fois la saga, d'avoir ton résumé et quelque chose d'assez simple et pas quelque chose où on entre forcément dans les détails, quoi. Mm. Alors, pour être plus précis, du coup, alors Lady Donella Corbois était mariée à Lord Harris Corbois. Okay. Et alors, Harris Corbois, lui, il est décédé pendant la bataille de la Versurque, son mari. D'accord. Et elle avait un fils, Darwin Corbois, qui, lui, est décédé, comme tu l'as dit précédemment, pendant la bataille du Bois Murmure. Ok. Donc, comme tu l'as dit, depuis, elle est veuve, et alors ses terres sont sujets à prétention. Mais surtout, il y a un des prétendants qui est bien plus inquiétant que tous les autres, c'est le bâtard de Lord Roose Bolton. Exactement, oui. Alors, au sujet du bâtard de Roose Bolton, on a découvert que celui-ci était en train de masser des hommes à Fort Terreur, la forteresse des Bolton, mais il n'a pas voulu répondre pourquoi quand Lady Corbois lui en a demandé la raison, prétextant qu'il ne répondrait pas à une femme sur ses agissements militaires. On rappelle que Lord Roose Bolton, il a jamais reconnu ce bâtard et que personne ne le connaît donc. C'est un peu en contraste avec Jon, et justement, je me rappelle un moment où Catelyn disait que en fait, que Ned était à la guerre et il y a eu un bâtard, ça l'importait peu. C'était quelque chose qui arrivait aux hommes. Mais ce qui était terrible, c'est de l'avoir présenté à tout le Nord en tant que son fils, quoi. Et tu vois que c'est le contraire de Roose qui lui a eu un bâtard, mais l'a présenté absolument à personne. En effet, bon, le bâtard de Roose Bolton avait, ou en tout cas aurait vécu avec sa mère jusqu'au jour où le fils et héritier de Roose Bolton mourut il y a 2 années de cela. Roose Bolton ramenait alors son bâtard à Fort Terreur et on le décrit comme sournois de la pire espèce, surtout qu'il a à ses côtés un homme encore plus cruel que lui, qu'il a baptisé Schlang,
et un tas d'histoires courent sur eux, comme le fait que Schlang, d'où son nom, ne se baigne jamais, qu'il chasse avec le bâtard, mais pas que des animaux, et on comprend que c'est des êtres humains qu'il s'amuse à chasser. Et pire encore, maintenant, donc du coup, Lady Donnella Corboy, elle a été mise au courant que le bâtard de Rose Bolton s'intéressait à ces terres. C'est pour cela que Lady Corboy est dans cet état-là lors du dîner. Ok. Pendant un moment, Bran s'assoupit durant le repas, et un passage s'introduit dans le texte en italique où Bran se dit qu'il faisait trop chaud dans la grande salle, qu'il serait mieux dans le bois sacré, et que la lune arriverait bientôt, lune qui sera accueillie par les chants de son frère. Alors, on comprend à ce Ouais. moment-là que... Vas-y, Guillaume. Oui, c'est que je me suis dit à ce moment-là, bon, il est là, c'est pas ses pensées à lui en fait, c'est les pensées de son loup quoi. Les chants de son Mm, frère, c'est les chants de broussailles quoi. ouais. Donc, même quand il s'assoupit, Bran a ces sortes de rêves de loup, qui vont revenir un peu plus tard dans le chapitre. On a ensuite un passage où Bran pense à la dernière fois où toute sa famille et toute la maisonnée Stark étaient réunies, et c'était lors du festin donné pour accueillir le roi Robert. Mm. Et tu sais qu'il y a une anecdote intéressante, c'est que... alors, ça me permet d'évoquer deux choses. Premièrement, que... en fait, c'est quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises à Martin lorsqu'il a sorti son premier tome, c'est que lors je crois que c'est lors du chapitre de John, c'est à ce moment-là, du tout premier chapitre de John de A Game of Thrones, c'est à ce moment-là qu'il a évoqué le banquet de Winterfell, tu sais, pour l'arrivée du roi Robert. Et en fait, à ce moment-là, il y a Bran qui apparaît pas dans le chapitre. C'est-à-dire que John, il va décrire Rickon, Arya, Sansa, Robb, mais pas de Bran. Et c'est quelque Mm. chose qui a fait tiquer pas mal de lecteurs et qui ont demandé à Martin, oui, mais pourquoi Bran il apparaît pas en fait au niveau du banquet de Winterfell? Et Martin avait répondu que c'était simplement un oubli. Et donc c'est en réponse à ces questions qu'il a eues après la sortie du premier tome que justement je pense qu'il a sorti ce paragraphe où du coup Bran se rappelle de ce banquet quoi. Mais ce qui me fait rebondir sur la même chose, c'est que du coup il a répondu à cette question. Et en fait il y a un site qui est super intéressant qui s'appelle Sospect Martin, donc traduction littéraire, Martin a dit. Et en fait, c'est un site archi intéressant, mais vraiment vraiment intéressant, dont on aurait pu se servir avant, mais que j'ai pas utilisé parce que à ce moment-là, je me disais que j'allais pas tellement le faire. Et en fait, c'est un site qui répertorie toutes les réponses aux questions de fans euh, que Martin a fait depuis qu'il a sorti les livres, mais mois par mois. Du coup, t'as une liste avec toutes les années, genre de 1980, je crois que c'est 1991 parce que bon, le premier livre sorti en 95, mais il a commencé à écrire en 91 jusqu'à là, maintenant, 2023. Et mois par mois, t'as une liste de questions que lui ont posé les fans auxquelles Martin a répondu. Et en fait, je me suis dit, ça pourrait être intéressant, par exemple, de voir, tu sais, de faire entre le premier et le deuxième tome que nous on a fait dans nos épisodes, de voir les réponses qu'a donné Martin entre 95 et 99, tu vois. Mm. Il y a des trucs qui sont pas mal intéressants, mais je me suis dit bon, déjà qu'on fait on fait un truc assez complet où on est plus sur la découverte justement de la saga. Est-ce que est-ce que ça serait pertinent justement d'aller voir les réponses qu'il aurait pu donner entre ces tomes? Mais finalement, je pense qu'à un moment donné, on va aller faire un épisode, on va faire un épisode où on lit quelques questions qui ont été posées à Martine et ses réponses qui ont été données. Ah ouais, on peut faire un top. Bah, ça fait un peu comme les SBS de Eiichiro Oda, quoi. Tu sais, les questions. Exactement. C'est exactement ça, ouais. Donc c'est super intéressant, mais du coup c'est un des trucs justement que j'avais vu dans ce site Suspect Martin. Et bon, c'est vrai on l'a déjà évoqué, mais le discours de Bran dans le chapitre, hein, sur le fait que toutes ces personnes étaient présentes et étaient à présent soit mortes, soit en guerre, soit disparues, rajoute du poids et de la consistance à la solitude que Bran peut ressentir. Parce que moi, le lire citer tous ces noms à la suite, je me rends vraiment compte que il y a une très grande partie des gens qu'il connaissait et avec qui il a grandi qui l'ont délaissé, quoi. Parce que t'as vraiment, il cite en fait toute sa famille, enfin son père, sa mère évidemment, ses frères et sœurs,
desquels il ne reste que Rickon, mais aussi toute la maisonnée Stark. En fait, ils sont vraiment tous partis. Il reste Maître Lewin, Roderick Cassel, mais sinon, enfin, il est vraiment. En fait, j'ai bien senti la solitude et la tristesse de Bran dans ce chapitre. Tu m'étonnes, putain. Et là, alors ça fait déjà, bon, je sais pas combien de temps ça fait pour vous, mais nous, ça fait déjà 42 minutes qu'on tourne. Mais là, on va commencer la deuxième partie du chapitre, qui s'avère être évidemment la plus intéressante. Et elle commence lors de l'arrivée soudaine au banquet de Lady Myra et Jojen Reed. Lady Myra et Jojen Reed de Grisot. Waouh, surprenant, excitant même. Parce que concernant les Reed, si on a suivi attentivement l'histoire depuis le début, l'arrivée est incroyable. Je veux dire, c'est une arrivée super surprenante, quoi. Donc Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les Reed, de ce que tu t'en souviens et pourquoi cette arrivée est, on peut le dire, hein, assez excitante. Bah écoute, je l'ai dit rapidement dans mon chapitre, mais enfin dans le résumé de mon chapitre, mais Howland Reed, on sait que c'était un ami très proche de Eddard, et que on va pas rappeler les événements de la Tour de la Joie, mais Eddard. Ah bah si, là c'est l'occasion de les rappeler. Faut qu'on rappelle encore. Ah bah non mais là par contre on va en parler longuement dans ce chapitre parce que les Reed, si on n'en parle pas maintenant, on n'en parle jamais, non? Bah là, je voulais juste dire pourquoi ils sont importants, quoi. On va rappeler les événements de la Tour de la Joie, du coup. Mais les seules personnes qui sont sorties vivants, c'était Eddard et Howland Reed. Maintenant que Eddard est décédé, il n'y a que Howland Reed pour pouvoir témoigner de ce qui s'est passé ce jour-là, et notamment du fameux promets-moi que avait prononcé la sœur de Eddard, qui se nomme, mon Dieu, j'ai un trou de mémoire. Lyanna, qui avait demandé Lyanna de tenir à Eddard, la fameuse promesse. Donc il y a que lui pour répondre à ça maintenant. Plus personne d'autre. Exactement. Donc, est-ce que t'étais... Parce que les Reed, ils apparaissent pas du tout de la même manière dans la série. Non. Je sais pas si tu te souviens comment ils apparaissent. Bah, pour moi, ils apparaissent... ils apparaissent un peu au hasard, quoi. Je sais plus exactement comment ils arrivent, mais il n'y a pas vraiment de logique. Exactement. Ouais, ça... En fait, dans la série, ils pop à un moment, mais comme tu dis, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire qu'ils arrivent, mais vraiment, là, en fait, c'est là que tu vois que la série commençait un peu à, tu vois, à se dépatouiller, quoi. Parce qu'ils arrivent à un moment donné, et tu te dis, mais... ils arrivent, quoi. Ils pop dans la série. Ouais. Alors que là, il y a une vraie raison. Ils apparaissent vraiment, enfin, pas beaucoup plus loin, mais un peu plus loin dans le récit, quoi. Ils apparaissent pas du tout à ce moment-là dans la saison 2. Ouais, pas du tout. Ils voient pas Winterfell. Hein. Exactement. Donc là, c'est vrai que quand tu lis les livres pour la première fois et que t'as vu la série, c'est vrai que les Reed, tu te dis, putain, ils apparaissent déjà, et c'est étonnant, quoi. Je pense. Oui, c'est sûr que je m'attendais pas à les voir maintenant. Là, c'est vrai, ça a été quoi ta réaction, du coup, quand t'as lu le chapitre, du coup, tu vois? Bah, je me suis dit que, du coup, je sais que, surtout pour Jojen Reed, il va avoir un rôle important dans la compréhension de l'identité de Bran et de ses visions. Donc, je pense qu'il va avoir j'ai l'impression qu'il va avoir un rôle un peu de mentor, mais qui va être plus développé sur le temps que dans la série, quoi. Alors, du coup, on a parlé justement des événements de la Tour de la Joie, mais donc pour rappeler ce que c'est et pour poser le contexte, on était justement en plein milieu de la rébellion de Robert, et ce dont il faut se rappeler, c'est que la rébellion est partie du fait que
Rhaegar Targaryen aurait enlevé Lyanna et l'aurait violée. Alors, on ne sait pas comment, parce que c'est vrai que c'est très flou ces événements. On ne sait pas, hein, on n'a pas de chronologie, on n'a que très peu de récits, etc. Mais de ce qu'on comprend, Ned avait découvert qu'elle était captive à la Tour de la Joie, qui se trouve au niveau, je crois, de Dorne. Je crois des marches de Dorne, hein, si je dis pas de conneries. Et donc, il est allé délivrer sa sœur, accompagné de 6 hommes, dont Olandrid. Et au niveau de la Tour de la Joie, alors la Tour de la Joie est relatée au niveau du chapitre 39 de Game of Thrones. Je sais plus combien de chapitres d'Eddard, mais c'est le chapitre 39. Et donc, au niveau de la Tour de la Joie, il s'y trouvèrent 3 chevaliers de la garde royale d'Eris le Fou. Mhm. Dont, alors je crois Geralt qu'il y avait Hightower. Geralt Hightower, Arthur Dayne, évidemment, Ouais. et le troisième... J'ai un trou de mémoire sur le troisième. moi aussi. Bref, il y en avait 3. Et c'est à ce moment-là que Ned a ce fameux souvenir de Lyanna, avec où elle lui dit, et qui est répété plusieurs fois au cours du premier tome, promets-moi Ned. Et là où Lyanna serait morte. Et donc, durant le premier tome, on nous a dit que justement, Ned et Olandrid furent les seuls survivants de la Tour de la Joie. Mais maintenant, comme tu l'as dit, Guillaume, hein, avec la mort de Ned, Olandrid, c'est le seul qui peut relater les événements qui s'y sont passés. Pour les Reed, on note dans les appendices que c'est une des principales maisons vassales des Stark. En revanche, on connaît déjà... alors oui, alors je relis mes notes, mais parce que là on vient de l'expliquer, hein, mais c'était juste pour les relire, pour poser vraiment, pour caler la trame sur le chapitre. Donc le membre de la famille Reed qu'on connaissait avant l'arrivée de Jojen et Mira, c'était Olandrid, donc justement le pontonnier, un des 6 hommes qui ont accompagné Ned à la Tour de la Joie, combattre les 3 membres. Et donc Olandrid, le maître des palus, seigneur de Grisot, la demeure des Reed dans le Neck, n'avait pas mis les pieds en dehors du Neck depuis une éternité, disait-on. Alors 2 petites choses à rajouter à ce moment du chapitre. Parce que, bon, Guillaume, je t'explique, hein, mais quand j'ai effectué mes recherches pour remettre en place les rides dans l'histoire jusqu'à présent, je notais que, premièrement, on n'avait pas placé dans le podcast que Robb, au début du conflit contre les Lannister, il avait prévenu le vieil ami de son père, donc Holland Reed, que si les Lannister devaient s'aventurer dans le Neck, Holland Reed devait les faire saigner à chaque pas par ces gens des palus. Mais du coup, les seigneurs Bannerets de Robb avaient répliqué que Tywin n'était pas assez bête pour s'aventurer dans le Neck. Donc c'est pour ça que en fait, Tywin, bien qu'il ait traversé, je sais plus, non parce qu'il est passé par l'ouest, donc il arrivait directement dans le conflant. Mais en tout cas, il est pas assez bête pour passer du nord au sud par le Palu. Mais ça, on n'en avait pas parlé dans le podcast. D'accord. Et deuxièmement, alors là, je pense que je sais pas si Guillaume toi tu le sais, mais je te l'explique et je l'explique aussi à nos auditeurs. C'est que alors du coup, vous savez, hein, pour faire ces épisodes, on a un fichier, page, enfin un fichier Word, qui est maintenant assez long. Hein, il doit faire une 400 pages, quelque chose comme ça, où du coup on écrit toutes nos notes par rapport au chapitre, et où du coup, ce qui fait qu'on a une trame pour nos épisodes, mais aussi ça nous fait un résumé personnel à nous, où du coup on décrit ce qui se passe et on a nos notes perso, quoi. Sauf que, en fait, ces trames, j'ai commencé vraiment à les faire à partir du 7e ou 8e chapitre du tome 1. Parce que je sais pas si t'en souviens, Guillaume, on a commencé le podcast il y a 3 ans maintenant. C'est vraiment les premiers chapitres, c'était... il y avait pas de trame, quoi. Moi, dans mes notes, j'avais marqué des trucs genre parler de Kathleen, parler de Winterfell. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait pas de trame. Et en fait, ça s'entend si vous réécoutez les premiers épisodes, que moi je réécoute jamais parce que je les trouve maintenant relativement mauvais. Mais tu sentais c'était de la débrouillardise, quoi. Vraiment, c'était pas structuré. J'écrivais pas de notes, ou même si les notes que j'écrivais c'était très abstrait. Et ce qui fait qu'à un moment donné, je les ai supprimées. Je me suis dit, vas-y, je vais les refaire. Sauf que depuis 3 ans, j'ai jamais refait les notes des premiers chapitres parce que j'ai la flemme de réécrire, des notes, qui datent de, voilà, quoi, des 6-7 premiers chapitres. Et donc, j'ai pas de notes des 7 premiers chapitres. Donc, quand je fais CTRL F sur mon document, en fait, ça c'est que à partir du chapitre 8 du Trône de Fer.
Et donc, D'accord. en fait, je peux pas trouver ce qui se passe dans les 7 premiers chapitres. Mais, donc du coup, en faisant une recherche poussée là, en fait, je me suis rendu compte que, et là, c'est le plus intéressant, c'est que, en fait, Hollandry, il est cité dès le premier chapitre de Eddard. Tu sais, D'accord. celui Ah où il ouais. descend avec Robert se Dans recueillir sur le, la tombe de dans Lyanna. le recueillir avec Liana et Robert qui à peine arrivé demande à se recueillir. Et même ça énerve Exactement. certains parce qu'en mode t'as pas autre chose à foutre qu'aller te recueillir tout de suite là. Exactement. Les bons souvenirs, Guillaume. Et donc, Hollandrid, quand il est cité dans le premier chapitre de Ned, c'est au moment où Eddard, il a des réminiscences de la mort de Lyanna, et qu'il entend Promets-moi Ned, et qu'il entend Promets-moi Ned. Et que c'est Hollandrid qui avait trouvé Ned muet de douleur, étreignant convulsivement sa sœur, et que c'est ce même Hollandrid qui avait dû dénouer les mains de Ned et de sa sœur Lyanna. Hmm. Ça, je me rendais pas compte que c'était des cités vraiment dès le début quoi du. Et d'ailleurs, on avait émis la théorie, tu m'avais posé la question et on avait émis la théorie que Hollandrid n'avait pas foutu les pieds en dehors du Neck pour être sûr et certain qu'il ne dé... Tu sais qu'il a fait vœu de silence quoi Hmm. vis-à-vis de cet événement, que ce serait lié à cet événement vraiment en particulier et qu'il a décidé de faire vœu de silence et donc par conséquent il ne dirait il ne dirait pas un mot de ce qui s'est passé ce jour-là. Et je pense qu'il est tellement déter que je pense que même ses enfants ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Ah, ça va en revenir un peu après. Bon, on y reviendra, mais en tout cas c'est ma théorie. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Ned, en parlant de ce souvenir, à la tour de la joie, se souvient d'une chambre où l'odeur du sang se mêlait au parfum des roses. Et d'ailleurs, Ned se souvient encore de la paume de Lyanna s'ouvrir et répandre, noire et fanée, les pétales roses. Et je me dis, putain, mais dans le premier chapitre, il y a vachement de trucs qui sont cités, quoi. Parce Ouais. que ces roses, elles reviennent plusieurs fois dans le récit, et on en a déjà parlé, du fait que ça pouvait être un indice euh, sur lequel, en fait, Rhaegar n'est pas violé Lyanna, mais qu'il y aurait une relation entre les deux. Est-ce que tu te rappelles pourquoi, Guillaume? Déjà, enfin, on soupçonne très fortement que quand même il y avait une attirance du côté de Rhaegar envers Lyanna, c'était sûr et certain. La réciprocité quand même avec les détails des événements de la Tour de la Joie, on peut en avoir une bonne idée déjà. Il y a un événement qui était marquant, c'était le tournoi de Arenal, où Rhaegar qui gagne ses joutes, au lieu de nommer reine d'amour et de beauté Elia Martell, sa femme, en déposant une couronne de fleurs sur ses genoux, il a plutôt décidé de déposer la couronne de fleurs sur les genoux de Lyanna, quoi. Bon, la traîtrise, genre flagrante devant tout le monde, abusée. C'était une couronne de roses du coup, donc si on fait les liens, elle est morte quand même en serrant du poing une rose fanée, enfin des pétales de rose fanée, donc ça fait quand même, elle est morte en pensant à Rhaegar quoi, pour moi. C'est ça. Alors, il y a plusieurs indices par rapport à ces roses. Tu viens d'en citer quelques-uns. Donc, le plus important, c'est vraiment se souvenir du tournoi de Harrenhal, hein, l'année du printemps trompeur. Alors, c'était pas sur ses genoux qu'il a déposé, c'était sur le giron, mais tu sais, c'était sur sa tête, quoi. Couronne de rose Ouais. bleue. Et où, justement, tu viens de le dire, hein, enfin, Rhaegar, tu sais, c'est beau ce passage. En plus, c'est dans le dernier chapitre d'Eddard, il dit que tous les sourires s'étaient tus lorsque Rhaegar dépassa sa femme Elia Martell et déposa la couronne de fleurs bleues, la couronne de roses bleues sur le giron de Lyanna Stark. Et il y a vraiment une suspension, quoi. C'est vraiment un moment de silence dans l'assemblée et le souvenir s'arrête là, mais tu te dis putain, c'est fort, quoi, comme événement. Donc les roses apparaissent, comme tu l'as dit, à ce moment-là, au niveau du tournoi de Harrenhal, au niveau du souvenir de la Tour de la Joie, alors au niveau du pardon, au niveau du souvenir de Ned dans son premier chapitre qu'on vient de citer, où tu dis que justement Lyanna est morte avec des roses fanées dans les mains.
Et il y a aussi, justement, à la fin du souvenir de la tour de la joie, qui se finit par la phrase une rafale de pétales bleus traversait un ciel sillon de sang et bleu du bleu des yeux de la mort. Donc pareil, les roses, en fait, les roses, elles reviennent partout. Si on y fait vachement attention, elles reviennent vraiment pratiquement à tous les passages qui évoquent Lyanna, quoi. Ou alors, lors de l'entrevue entre Cersei et Ned dans le bois sacré du Donjon Rouge, bon, tu sais, où ils se, enfin, où ils discutent vraiment et tu sais, Cersei lui avoue que, en fait, Ned, il a découvert que les enfants, Joffrey, Myrcella et Tommen étaient les enfants de Cersei Mhm. et Jaime. Et il y a un passage où Cersei lui révèle à Ned que lors de sa nuit de noces avec Robert, Robert lui avait chuchoté Lyanna au moment de l'orgasme, et Ned entrevoit à l'évocation de son nom une pluie de pétales rose bleu pâle. Donc pareil, ces roses apparaissent aussi à ce moment-là. Et surtout, le plus gros indice que je trouve dans ce premier tome, ça on en avait déjà parlé aussi, mais c'est vrai que c'est revenu qu'une seule fois. Mais ce qui est le plus important, et c'est vraiment le plus gros indice du tome, tu sais, c'est lors de souvenir du tournoi de Harrenhal, qui se termine par la phrase Promets-moi, Ned avait chuchoté sa sœur de son lit sanglant pour avoir aimé le parfum des roses d'hiver. C'est un truc de ouf quand même. Avec du recul, vraiment, ça paraît limite évident, quoi. Je suis tellement d'accord avec toi, Guillaume. C'est fou, parce que c'est vrai que durant le premier tome, durant notre lecture, on a émis beaucoup de théories et ça paraissait quand même assez logique en fait quand on y réfléchissait que Rhaegar n'ait pas violé Lyanna. Mais ça demandait une réflexion, tu vois. Là, ça saute aux yeux, quoi. Je suis d'accord Ça avec saute toi. aux yeux. C'est même plus une théorie, ça semble. Enfin, ça paraît limite un fait, quoi. C'est pas évident. Vraiment, en fait, tu peux dire avec tous ces indices, les roses qui reviennent à plusieurs reprises, tu peux voir qu'il y a une connexion qui se fait, mais le fait que lors du dernier chapitre d'Eddard, son souvenir du tournoi de Harrenhal qui se termine par la phrase Promets-moi, Ned, pour avoir aimé le parfum des roses d'hiver, avec toutes ces roses en fait qui ont été citées tout au long du tome, comme tu l'as dit, Guillaume, c'est là, pour moi, il y a plus trop de doute sur le fait qu'il y ait une relation entre les deux. Mais c'est marrant parce que franchement, durant le premier tome, on se disait beaucoup, mais putain, c'est compliqué. Franchement, qui dans sa première lecture a capté que Lyanna et Rhaegar et tout, etc. Il n'y a pas eu un viol, mais peut-être qu'il y aurait une relation. Ça a l'air compliqué, mais en fait, quand tu le vois comme ça, quand tu remarques la rose et que tu notes tous les moments, tu dis, mais en fait, c'est évident. Mais Mm. je sais pas si. Et en plus, la rose, en fait, si tu lis précisément pour moi la phrase, pour avoir aimé le parfum des roses d'hiver, que moi ça te marque et qu'ensuite tu décides de relire le tome, en fait tu captes direct. Mm. Mm. Mais je pense qu'il faut le relire après parce que comme ça arrive tout à la fin, si peut-être que t'as pas capté le fait qu'il y ait que les roses reviennent à tous ces fois et quel sens ça a ça. Mais quand on te sort à la fin du tome pour avoir aimé le parfum des roses et qu'après tu décides de relire le tome, bon c'est limite évident quoi. Je suis d'accord. En revanche, et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est que du coup, ok, peut-être, et même, on va dire à 80-90% qu'il y a une relation entre Rhaegar et Lyanna, mais en revanche, sur la théorie de Jon, l'enfant de Rhaegar et Lyanna, qui a été adopté par Ned, c'est là où il y a beaucoup moins de certitude. Ouais, là c'est moins certain quand même. Ouais. Mm. D'ailleurs, je me rappelle même plus. Non, alors, je me rappelle d'un fait qui pouvait servir à cette théorie. Tu sais, c'est le fait que, alors, quand Ned parle du souvenir de la Tour de la Joie, il évoque le fait qu'il ait trouvé Lyanna dans une couche sanglante, et que le seul autre moment que le terme de couche sanglante est évoqué dans la saga, c'est au moment où Mirri Masdur évoque avec Daenerys son accouchement et lui dit qu'elle pourrait, qu'en fait que c'est une connaisseuse des techniques de la couche sanglante quoi. Ouais. Mais c'est vrai que sinon, il y a pas trop de, c'est vrai que le fait que Jon soit leur enfant, ça c'est vraiment, ça relève encore de la théorie quoi. Mm. Après, quand même, c'est vrai qu'on commence vraiment à... Si on lit bien, ça paraît quand même assez fort probable qu'elle soit morte en couche, quoi. Hmm.
Et puis bon, voilà, Ned qui revient avec un gamin sorti nulle part. Alors, sorti nulle part. Là, tu vois, et en plus, le fait est que sur John, à la fois, du coup, on a que très très peu d'indices, à part celui-là, pour étayer cette théorie, mais qu'en plus, il y a on va dire, des théories différentielles qui viennent s'ajouter. C'est-à-dire que, on a par exemple le fait qu'il aurait, enfin, la rumeur court qu'il aurait eu cet enfant avec Ashara Dane. Ouais. Donc là, il y a vraiment des autres pistes qui sont à explorer, quoi. Ouais. Ça, on y reviendra quand ça deviendra important. Mais moi, j'écris dans ma note que c'est clairement pour ces moments-là que j'ai créé le podcast, parce que c'est vraiment des moments qui sont vraiment trop excitants, quoi. Moi, tu sais, fouiller vraiment... Là, en fait, quand je me rends compte que là, vraiment, on a vraiment fouillé dans les tréfonds de la saga pour trouver vraiment une ligne directrice de théorie qui, tu vois, là, on se dit, ouais, on est solide. Qui est solide. C'est solide, on a beaucoup d'arguments, quoi. C'est bien. Non, c'est bien, c'est propre. Vraiment. Je nous imagine, tu vois, deux avocats, on défend notre théorie, on dit, ouais, nous, on a créé le podcast depuis 3 ans, on a ça, tac. Là, on a nos arguments. Et tu sais, on les a cherchés de nous-mêmes, en plus, tu vois, c'est même pas comme si, et c'est ça qui est gratifiant, c'est même pas comme si on allait chercher sur des sites, qu'on nous en a parlé, c'est vraiment, on allait chercher tu sais, au plus profond du texte, quoi. Allez, revenons sur le chapitre, et sur l'arrivée de Jogène et Mirarid. Alors, on peut clairement se dire qu'avec l'entrée de ces deux nouveaux personnages, l'enquête sur la mort de Lyanna va pouvoir avancer dans le récit. Je sais pas si tu dis ça, Guillaume. Mais du coup, ce que tu me dis, ou en tout cas ce que tu m'as dit précédemment, c'est que tu penses que Hollandrid en a pas parlé à Jogène et Mira des événements de la Tour de la Joie. Bah, ça m'étonne. J'ai aucun argument pour appuyer ce que je dis, mais c'est juste que si Hollandrid s'est bel et bien isolé pour éviter, voilà, pour vœu de silence, il paraît aussi probable qu'il est quand même à l'image de, j'imagine, hein, ça c'est ma théorie, d'un Ned qui ne révèle pas les origines de la mère de John au principal concerné, quoi, à John. J'imagine que Hollandrid a dû se taire au sujet de la Tour de la Joie à ses 2 enfants, quoi. D'accord. Mais j'ai Donc pas même si vraiment, ça concerne... Ouais. j'ai pas vraiment d'arguments pour appuyer, mais c'est un peu ce que j'imagine. D'accord. Franchement, ça c'est intéressant parce que c'est vraiment... Là, il y a vraiment une question qui se pose, c'est est-ce que Hollandrid en a parlé à Jogène et Mira? Parce que là, c'est vrai, tu vois l'arrivée de Jogène et Mirarid, tu dis Hollandrid c'est le seul survivant, Jogène et Mira sont ses descendants, ils arrivent à Winterfell auprès de Bran. Enfin, c'est vraiment une question qui se pose, quoi. C'est une question importante et capitale. Ou alors il a confié le secret, mais il leur a dit surtout sous aucun prétexte ne révéler ça. Je sais pas pourquoi il en aurait parlé à ses enfants, tu vois. Si c'est si important de garder le secret, je vois pas pour quelle raison il aurait voulu en parler. Juste par envie de ne pas mourir avec le secret, tu vois. Je vois mal. Parce que c'est vrai que là, si il n'en a pas parlé à ses enfants, et enfin, par exemple, on connaît pas leur mère, hein, mais imaginons qu'il n'en ait pas non plus parlé à sa femme, éventuellement, potentiellement, mais c'est vrai qu'on la connaît pas, elle apparaît pas, donc bref, tu vois, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que si Hollandrid meurt, les éléments de la Tour de la Joie meurent avec lui, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Avec les commentaires des Walder, lors de leur arrivée, on comprend que les Reed, les gens des Palus, ont une certaine réputation. Petit Walder les traite de mange-grenouilles, sûrement parce qu'ils habitent dans les marécages du Neck. Ils auraient aussi les dents vertes, à force de manger des grenouilles, et Petit Walder les traite aussi de voleurs, de pleutres. Bref, ils n'ont pas une très bonne image à ses yeux. Pourtant, on peut avoir une description un peu plus détaillée de ces deux jeunes gens lorsqu'ils remontèrent l'allée centrale. Mira est une jeune fille de 15 ans, assez fluette, chevelure brune nouée dans le cou, portant un filet sur une jambe et un poignard de bronze sur l'autre. Jogène est un garçon de 13 ans ne portant lui aucune arme, lui était entièrement vêtu de vert. Les deux jeunes rides arrivèrent devant Bran pour alors renouveler leurs vœux et lui jurer fidélité. Et c'est tellement bien décrit
moi, je le fais rarement, mais là, j'ai juste envie de vous lire le passage. Parce que je trouve que c'est un passage qui est... Je sais pas, moi, il m'a marqué quand même. À Winterfell, dirent les deux rides d'une seule voix, nous engageons la foi de Grisot. Foyer, récolte et cœur, nous vous remettons tout, messires. Nos épées, nos lances et nos arcs, les voici vôtres et à vos ordres. Accordez miséricorde à nos égarés, secours à nos désarmés, justice à tous, et jamais nous ne vous manquerons. Je le jure par la terre et par l'eau, dit le garçon en vert. Je le jure, ajouta sa sœur, par le bronze et le fer. Nous le jurons par la glace et le feu, conclurent-ils simultanément. Et j'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé ça super fort et super solennel en lisant le passage. Et d'ailleurs, t'as Bran qui sait même pas quoi répondre. Il bégaye un peu Ouais. et il leur balance plus les hivers vous êtes brefs et les étés prodigues. Mais tu sens que c'était tellement, il y avait vraiment un côté solennel et que Bran il s'y attendait pas en fait. Ouais. Et qu'il a pas su être à la hauteur vraiment des vœux prononcés par ses fidèles, quoi. Ouais. Parce que c'était des vrais vœux de fidélité, quoi. Là, c'est pas un truc genre, je suis à votre service, messire, je suis votre chevalier, tu vois. Là, c'est vraiment, il y a vraiment un côté où vraiment, enfin, comment dire, il se donne en fait à Bran, quoi. Il se donne à Winterfell. C'est vraiment c'est vraiment ses bannerets. Moi, je trouvais ça assez fort. Putain, mais franchement, tu réponds à ça. Tu sais, je fais un serment comme ça, tu me réponds, plus les hivers, vous êtes brefs et les étés prodigues. Sois un peu sérieux, mon garçon. Je veux dire, là, on vient de te balancer un vrai vœu voilà, quoi. Balance un vrai vœu de suzeraineté, quoi. Bran explique ensuite au lecteur les raisons de leur réputation. C'était principalement des pêcheurs et des chasseurs de grenouilles, et ils étaient perçus comme des pleutres, car ils se servaient d'armes empoisonnées. Ils aimaient mieux se cacher que de combattre ouvertement d'ailleurs. Bran était ravi de les recevoir. Il ne se rappelait pas en avoir déjà vu, malgré les correspondances régulières entre son père et Olandrid, le sire de Grisot. Winterfell n'avait pas reçu la visite des gens des Palus depuis de nombreuses années. Mais Et là, je me dis, quand je lis ça, je me dis, donc leur style de combat, c'est plutôt la guérilla, tu vois, c'est plutôt faire usage. Moi, j'appelle pas ça d'être pleutre, hein, j'appelle ça être intelligent ou faire usage de la ruse. Est-ce que c'est pas comme ça qu'ils auraient eu Arthur Dane en fait, qui est l'étoile du matin, ah, tu sais? alors ça c'est intéressant, mais on va reparler un peu plus tard dans l'épisode. C'est ça, parce que ça revient plus tard dans l'épisode. Ouais, parce qu'un petit coup de poignard empoisonné Hmm. pourrait bien l'affaiblir, tu vois. Mais je retiens ce que t'as dit et on en reparle au moment où ça revient dans le chapitre. Par contre, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que du coup, Eddard et Olandrid continuent à correspondre entre eux. C'est-à-dire que, en vérité, je pense que si tu vois, il y avait une sorte de vœu du silence, tu sais, c'est un truc où les deux, ils se couperaient mutuellement l'un l'autre en se disant, le secret est tellement gros qu'on reste respectivement chacun de notre côté, et puis enfin, tu vois, on fait vœu de silence, quoi. On n'en parle plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il y a un côté chelou, tu dis, le gars à Hollandry, il est pas sorti des palus de Grisot, là, depuis des années. Mais de quoi il devait parler avec Ned? Tu sais, j'imagine pas que dans leur lettre, c'était, c'était un bel été, ouais, il a fait assez chaud, les enfants vont bien. Et après, Tu vois? visiblement, Olandrid occupait quand même une place importante dans la sécurité du Nord, quoi, en gardant le Neck. Donc, enfin, même s'il sort plus de Grisot, il a quand même un rôle important, quoi. Ça reste un seigneur. C'est vrai. Et puis tu dis que c'était un bon ami de Ned. Enfin, de ce qu'on Oui. comprend, c'était vraiment les amis de Ned qui l'ont accompagné à la Tour de la Joie. Mm. Mais tu vois, c'est le terme correspondance régulière. Mais tu vois, de quoi il se parlait régulièrement? Parce que, non, mais, tu vois ce que je veux dire? Alors, je pense pas nécessairement des événements, tu vois. Je pense pas parce que sinon, il suffit qu'ils soient interceptés le truc, c'est trop dangereux. Mhm. Ouais, mais ils peuvent Juste se se donner donner des nouvelles entre eux. ouais, des nouvelles entre eux, genre nouvel enfant, tu vois. Après, le régulièrement,
Ça peut être tous les ans, comme ça peut être toutes les semaines, tu vois. Donc, ça peut être à chaque événement important, j'ai eu un enfant, machin et tout. Et ou Ouais. se donner des nouvelles annuelles, mes enfants grandissent, tu vois, le truc habituel, quoi. Ouais. Ouais, de toute façon, en plus, c'est un seigneur bannerais, donc forcément, il doit y avoir des correspondances entre eux, mais franchement, c'est intriguant, hein. C'est très intriguant. Mm. Quelle était leur relation? Comment, non, franchement, c'est un des mystères, du trône de fer, quoi. Jojen Reed n'avait pas quitté Bran des yeux depuis qu'il est arrivé, et sa première phrase, lorsqu'il fut installé à la table, était « Où sont les loups-garous ?» Sa sœur Mira indiqua à Bran qu'il aurait aimé les voir. Bran était ravi que les deux palidiers portent un intérêt à ces loups, et les rassura sur le fait que les loups ne les attaqueraient pas si Bran était en leur présence. Été, le loup de Bran, ne mordait pas, et il mettrait Broussaille, le loup de Rickon, à l'écart. Le banquet se finit sur une note somme toute joyeuse, où l'ambiance était au chant et à la danse, ce qui chagrina une fois de plus Bran, encore quelque chose qu'il ne pourrait plus faire. Bon, tu vois, c'est ce genre de phrase, tu dis, oui, on a compris, tu peux plus marcher, on sait que tu peux plus danser, enfin, tu vois, t'as pas besoin de nous le rappeler, on sait que t'es malheureux. Tu vois, là, c'était franchement l'instant tristesse de trop. Je suis bien d'accord. Aussi, Bran demanda à remonter sur Odor afin de quitter l'assemblée. Le demi-géant Odor ramena Bran dans ses appartements. S'enveloppant dans un manteau de sommeil, un souvenir de son père, Eddard Stark, revint à Bran. Bran lui demandait si le chevalier qui composait la garde royale était vraiment la fine fleur des chevaliers des sept couronnes. Et son père lui répondit que ce n'était plus le cas à présent. Auparavant, oui, il formait le joyau du continent, mais plus maintenant. Alors, Bran lui demanda s'il en connaissait un dont l'excellence surpassa tous les autres, et Ned lui répondit que, de toute sa vie, il n'avait connu de plus parfait chevalier que Sir Arthur Dayne, celui qu'on appelait l'épée du matin. Incroyable, c'est surnom l'épée du matin quand même. Ça claque. Qui es-tu, Arthur Dayne? Mais mes ennemis me surnomment l'épée du matin. Mes amis m'appellent Arthur Dayne. Mes ennemis m'appellent l'épée du matin. Incroyable. Arthur Dayne était accompagné de son épée Aube, qui avait été forgée, disait-on, dans le cœur même d'une étoile tombée du ciel. Bah, ça claque. C'est vrai que ça claque. C'est vrai que d'ailleurs, le fief des Dayne s'appelle les Météores. Hein. Donc, il y a quand même un champ lexical. Pour rappel, hein, les Dayne, c'est une famille vassale des Martels du Dorne. Hein. Mais c'est vrai qu'on avait déjà parlé justement de Aube dans le souvenir de la Tour de la Joie. Ned en parlait quelque peu et disait que c'était un géant estramaçon, quoi. Mais du coup, visiblement, c'est pas de l'acier valérien. Je pense que si ça avait été de l'acier valérien, il l'aurait dit, tu vois. C'est encore autre chose. Ça se trouve, c'est encore plus exceptionnel, quoi. On dit acier valérien. Et tu sais, on avait émis la théorie que l'acier valérien, c'était... je crois que c'était dit textuellement, mais que c'était forgé à partir justement de flammes de dragon. Et puis, t'as une épée qui vient d'une météorite. Tu sais, j'imagine vraiment... tu sais, t'as un forgeron, il va chercher une météorite, il dit « Waouh, quel matériel exceptionnel !» C'est les mecs et tout, pendant 1 an et tout, il a forgé, tu vois. Et en plus, dans Eragon, bref, de fantasy, Christopher Paolini, c'est exactement comme ça qu'il forgeait l'épée des dragonniers. Ça venait en fait d'une météorite qui s'était... enfin bref, qui avait atterri en fait sur la planète, quoi. Et du coup, c'était les elfes qui forgeaient ce métal, tu sais, de météorite, quoi, et qui donnaient un tel alliage pour pouvoir créer une épée qui puisse être maniée par la force des dragonniers, quoi. Mm-hmm. Tu dis, le mec, t'as une épée qui vient d'une météorite. Ton épée, ton acier valérien, là, oui. Mais on n'est pas sur le même level, quoi. Là, c'est le métal du cœur des étoiles, tu vois. C'est encore plus... Ouais. Ton feu de dragon, là. Il y a un truc qui claque là-dedans. Ouais. Non, c'est fou, hein. Commence à avoir une lignée d'épées un peu stylées, là. Les épées en acier valérien, Aube, Azor Ahai.
Ah, ah oui, Illumination, l'épée de Azor Ahai. Oui, illumination, Ouais, exactement. L'épée, mais qu'est-ce il a trempé dans le cœur de sa femme, quoi. ah, vraiment, dans les conventions et tout, tu peux créer des... Ça fait du marketing, ça. Hein. Mm. L'épée d'une météorite, et l'épée enflammée venant du cœur de sa femme, une épée de feu de dragon, ouais, non, il y a quelque chose. Il y a un truc. Et d'après Eddard, il aurait succombé contre ce chevalier de la garde royale, Arthur Dane, si Hollandrid n'était pas intervenu. À ces mots, son père, Eddard, s'était embruni, et Bran n'eut plus jamais d'explication de sa part. Donc Guillaume, là on peut revenir sur ce que tu as déclaré précédemment, du coup. Tu disais que... Bah que bon, Arthur Dane, ça a l'air clairement d'être le mec intestable. Et voilà, Hollandrid, je doute pas qu'il soit compétent à l'épée, mais je pense que même Ned et Hollandrid ne suffisent pas à vaincre Arthur Dane et Aube, son épée. Donc en lisant un peu la description des rides et de leur coutume, on peut penser que il a fallu user de la ruse pour en finir avec Arthur Dane et probablement l'affaiblir en l'empoisonnant, en l'égratignant, soit en réussissant à l'égratigner, soit je sais pas en le prenant dans le dos ou alors je sais pas un petit coup de sarbacane bien placé, tu vois. Ah, je suis mort. Mais en tout cas, Mais je vois ce que tu veux dire. la théorie de l'affaiblissement par l'empoisonnement, ça me semble probable, quoi. Ça colle. Hmm. C'est très vrai, parce que si on réunit tous les indices qui ont mené justement à tes mots, Guillaume, on nous dit que les rites sont adeptes de cette technique, hein, de l'empoisonnement, qui sont décrits comme des pleutres, justement à cause de ça, qui préfèrent justement attaquer par derrière même que faire des combats frontaux. Et le fait que Ned il soit rembruni quand il dit que il aurait succombé face à Arthur Dane si Hollandry ne serait pas intervenu, il y a quelque chose qui dit que Il est pas enfin, fier. il s'est passé quelque chose de pas net, quoi. Ouais, voilà. Il est pas très fier, en fait. Il est pas fier de. On a vaincu Arthur Dane. Tu vois, genre on l'a vaincu. C'était dur, Hmm. mais on l'a surpassé à deux. Tu vois, non, c'est un peu en mode. Il a pas eu une mort digne de l'illustre combattant qu'il était, quoi. C'est ça. D'ailleurs, mais c'est vrai parce que, en fait, quand il en parle à Bran, il dit, mais moi, toute ma vie, j'ai jamais connu d'aussi bon chevalier que Arthur Dane. Et c'est-à-dire que quand il en parle à Bran, c'est se dire, en fait, il n'y a pas le sentiment qu'il l'a vaincu, quoi. Parce qu'il pourrait se dire, bah, j'ai connu un très bon chevalier Arthur Dane, mais tu vois, je l'ai vaincu, en fait. Et tout le monde le sait. Tu sais, ça a été dit je crois que c'était dans le deuxième chapitre de Catelyn, que parce que c'est quand elle pensait justement à Ashara Dane, dont on a parlé précédemment, hein, qui était la sœur d'Arthur Dane, et les rumeurs couraient que justement ça serait avec Ashara Dane que Ned aurait eu John, et tout le monde savait que en fait il y a eu un combat singulier entre les deux, et que après ce combat, Ned en sortit vainqueur, et d'ailleurs il a ramené Aube à Ashara Dane, dans la forteresse des météores. Mhm. Mais depuis Ashara Dane, on sait qu'elle s'est suicidée. Elle s'est jetée d'une falaise. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs. C'est assez mystérieux ça aussi. Hein. Et on sait pas ce qui est arrivé à Aube depuis, parce que l'émetteur c'est loin. Hein. C'est au niveau des marches de Dorne. On en est très loin là. Mais il n'y a pas le sentiment qu'il l'a vaincu. T'as totalement raison, Guillaume. Mais en tout cas, c'est cool parce que ce chapitre, en fait, il nous apprend. Enfin, tu sais, on peut se poser avec lui, on confirme, mais on apprend des choses, en fait, sur cet événement de la Tour de la Joie, quoi. Sur ce qui aurait pu se passer. La fin du chapitre comprend un des rêves de Bran, un rêve de loup, comme on les appelle, où il se retrouve, encore une fois, dans la peau de son loup été. On comprend très rapidement de quoi il est question lorsque, par les yeux de son loup, Bran entrevoit deux intrus pénétrant dans le bois sacré de Winterfell. Il s'agit bien évidemment des deux nouveaux arrivants de Grisot, Jojen et Mirarid. Ceux-ci, à la surprise d'été, ou de Bran selon la façon de voir les choses, ne manifestèrent aucune frayeur lorsque le loup leur montra ses crocs,
De même, lorsque Broussailles est né en grondement. On comprend que des deux, c'est Jogène qui possède une sorte de préscience sur les loups, car il sent le caractère des deux loups et prédit qu'ils seront davantage plus gros une fois adultes et qu'ils ne l'attaqueraient pas, malgré le fait qu'ils s'avancent de façon intrépide vers eux et leur caressent le museau. Le chapitre se termine sur une phrase de Jogène où l'on peut se douter que celui-ci possède une certaine aura, entre guillemets, euh, lorsqu'il caressa été et que Jogène déclare il ne me fera pas de mal, le jour de ma mort n'est pas celui-ci. Et bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des rides, mais surtout Zolandrid, hein, mais on a peu parlé des rides en eux-mêmes, hein, Jogène et Mira. Mais c'est vrai que depuis le début du chapitre, on sent que Jogène, c'est un enfant particulier. Oui, il est un peu mystique. C'est mystique. C'est le terme que t'emploies avec Guillaume, du coup. Ouais. Ouais, parce que tout à l'heure, t'as dit que justement, t'avais l'impression qu'il servirait de mentor à Bran, quoi. Bah déjà parce que j'ai vu la série un peu, enfin j'ai des indices. Mais ensuite parce qu'il a l'air de comprendre. S'il y a bien quelqu'un qui peut comprendre le lien entre Bran et son loup, ça a l'air d'être lui, quoi. Il a une connexion spéciale avec eux, quoi. Tu vois, donc Mm. c'est Ah lui. non, mais c'est vrai que la première chose qu'il a déclaré en arrivant à Winterfell, c'est qu'il voudrait voir les loups. Donc, et tu sais, c'est marrant qu'il dise ça parce que comment il est au courant qu'il y a des loups? Enfin, je pense que tout le Nord sait que les Stark ont des loups à présent. Peut-être que ça a dû faire le tour, tu vois. Mais c'est étrange que c'est la première question qu'il pose, tu vois. C'est sa Mm. première requête. Parce que pourquoi il voudrait voir les loups? Enfin, tu sais, c'est chelou comme. Tu sais, t'arrives et tout dans un endroit, tu dis ouais. Non mais je sais pas, t'arrives chez les Lannister, tu dis ouais, je voudrais voir les lions. Genre, pose-toi, mange un peu, et tu vois, discute quoi. Ouais, attends, Donc, je pense que Jogène, mais d'ailleurs, c'est confirmé à la fin du chapitre, hein, je pense que Jogène est au courant qu'il y a quelque chose de mystique entre les loups et les Stark, et spécifiquement entre les loups et Bran, et Rickon, du coup, et que peut-être... Alors, là, c'est pas dit, justement, que Jogène est au courant que Bran a ses rêves de loup. Hein. Parce que de ce qu'on voit avec Mirai et Jogène, ils ont pas l'air de s'adresser à Bran. ouais. Donc, peut-être qu'ils savent qu'il y a quelque chose de mystique, mais ils savent pas jusqu'à quel point. Mais c'est vrai que Jogène, tu sais, la phrase vraiment, il ne me fera pas de mal, le jour de ma mort n'est pas celui-ci, soit il est très prétentieux, soit le garçon est mystique, quoi. Bon, il a l'air un peu trop sûr de lui, quoi. Non, mais c'est stylé. Le jour de ma mort n'est pas celui-ci. Là, il y a... Waouh. Tu tombes face à un mec comme ça et tout, t'es calme. Le jour de ma mort n'est pas celui-ci. Incroyable comme phrase. Et donc, on va t'amener pour ce chapitre, mais c'est vrai que ça va être intéressant en fait les prochains chapitres de Bran parce qu'on sent vraiment que là il y a un prochain niveau de d'arc narratif en fait. On passe à un autre arc narratif avec Ouais. l'arrivée des rides. Et peut-être que justement quand on se concentre trop sur le personnage de Bran, on l'a dit précédemment, ça peut être un peu chiant, mais avec l'arrivée des rides, on sent que va y avoir des rebondissements, que ça va être intéressant en fait. Et il n'y a pas que ça. On sait aussi que on devine quand même que les Fernets vont probablement débarquer à Winterfell aussi. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ça. C'est vrai que dans le dernier chapitre de Théon, il y avait cette possibilité que du coup, Balon Greyjoy, au lieu de s'allier aux Stark et d'attaquer les Lannister, lui, il va prendre par revers les Stark et attaquer le Nord. Mhm. Mm. Donc, Donc voilà, ouais, Guillaume. non, c'est que ça promet des choses. Il commence enfin à se passer des choses à Winterfell, quoi. Ouais, parce que bon, ça faisait depuis un tome, depuis que Catelyn Ouais, était non, parce parti, que on disait... encore un chapitre où t'as encore des bannerets qui viennent faire coucou là, c'est bon. Non mais tu vois, depuis le départ de Catelyn, depuis un tome, on est avec Bran à Winterfell, hein, il nous dit oui, il y a que des vieillards, les femmes et les enfants à Winterfell, et ça fait depuis un tome que c'est comme ça, quoi. Donc, ça, même si Bran est paraplégique, on lui demande de bouger un peu, quoi.
Tu sais, ça me fait penser, tu vois, je crois que c'était un spectacle du Téléthon avec les Kids United. Et tu sais, t'as le gosse et tout qui commence à dire, levez-vous, levez-vous. Voilà. Bran, on lui demande de se lever, quoi. De voler, comme dirait la corneille à 3 yeux. Vol. En tout cas, on espère que vous avez apprécié. Non, c'était un bon épisode, hein. Mais j'avais prévenu Guillaume, mais je lui ai dit putain, il va y avoir des choses à dire dans cet épisode. Et généralement, on enregistre 2 chapitres par soir, mais là, on n'aurait jamais pu enregistrer un deuxième. Donc heureusement que j'ai pas fini le chapitre de Kathleen. Il m'a lessivé celui-là. Elle était long. Hein. Enfin voilà, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. La litanie habituelle, hein, les commentaires, les réseaux sociaux, les likes. D'ailleurs, j'ai vu que franchement, c'était inversé, que maintenant, franchement, Spotify, ça représentait 80% de notre écoute. Et que c'était surtout maintenant des hommes qui nous écoutaient. Avant, c'était beaucoup de femmes, maintenant, c'est beaucoup plus des hommes. Ah ouais. Donc, ça s'est un peu inversé au fil du temps. Bizarre. Donc, on vous dit à tous bonjour, et puis à la prochaine. À la prochaine.